La jungle n'avait aucune pitié pour ceux qui n'étaient pas préparés. La pluie tombait à torrents. Non pas cette pluie régulière qui imprègne lentement le corps, mais celle qui martèle aussi bien la canopée que le col de la chemise, qui transforme le sol de latérite rouge en rivière et comble les empreintes de bottes quelques secondes à peine après leur formation. Les arbres étouffaient le moindre bruit. Chaque pas était un défi. Chaque respiration était bruyante. L'équipe de reconnaissance Raven avançait en file indienne à travers les broussailles, à 400 mètres de tout sentier, à 6 kilomètres de la base de tir la plus proche. Ils étaient dans la jungle depuis 31 heures. Personne n'avait dormi. L'homme de tête, le spécialiste Tate Holbrook, tenait sa carabine en position de tir et scrutait la végétation. Il avait 24 ans et était très doué pour ne pas mourir. Il traquait un fantôme. Les renseignements leur avaient donné un nom de code, Orchid. Pas de photos, pas de nationalité confirmée, seulement une série de meurtres. 3 équipes d'opérations spéciales en 48 heures, toutes touchées à des distances que les analystes jugeaient invraisemblables. Un tir par cible, aucune douille récupérée, aucune signature thermique, aucune trace. Ce qu'ils avaient à la place, c'était le silence. Et le silence dans la jungle, c'était ce qui vous tuait. Puis Holbrook leva le poing. La colonne se figea. Il avait vu quelque chose. Pas un mouvement, pas une ombre, juste une absence de la bonne nuance de vert. Une forme qui n'appartenait ni à un cerf ni à une branche tombée. Il cliqua 2 fois sur sa radio et resta en position. Derrière lui, le capitaine de corvette Garrett Voss s'avança sans bruit, s'accroupit à ses côtés et suivit son regard. Une femme gisait dans la boue, à 30 mètres devant eux. Elle ne bougeait pas. Elle ne portait ni insigne ni grade. Elle était vêtue d'une tenue de combat. Une tenue de camouflage déchirée sur le côté gauche, trempée, collée à un corps qui n'avait pas bougé depuis un certain temps. Une longue traînée de sang s'étendait vers l'arrière à travers les broussailles, marquant le chemin qu'elle avait parcouru en se traînant depuis la lisière de la forêt. Ce n'était pas la traînée de sang de quelqu'un qui avait été attaqué ici. C'était la traînée de sang de quelqu'un qui s'était battu ailleurs et avait rampé jusqu'ici pour mourir. Holbrook murmura. Quelqu'un l'a abandonné. Voss ne répondit pas immédiatement. Il scrutait la lisière de la forêt, la canopée, le milieu du champ de vision. Une vieille habitude. Ne jamais se concentrer sur le corps. Concentre-toi sur l'espace autour du corps. Puis un seul coup de feu. Personne de l'équipe n'avait tiré. Le son venait de derrière eux, au-dessus d'eux, d'un angle qui n'avait aucun sens géométrique compte tenu du terrain. Un seul craquement, net et sec, absorbé presque immédiatement par la pluie. Sur la crête à 2 kilomètres au nord, une branche craqua, puis le silence revint. À 340 mètres au-dessus de leur position, quelque chose venait de changer. L'ordre d'opération avait utilisé le mot « permissif » pour décrire l'environnement opérationnel. Garrett Voss avait lu ce mot et l'avait classé quelque part entre « optimiste » et « malhonnête ». Au cours de ses 11 années de service, 4 déploiements, 2 zones de combat, une commission d'enquête à laquelle il préférait ne pas penser, il n'avait jamais opéré une seule fois dans un environnement permissif. Ce mot était un réconfort bureaucratique pour ceux qui donnaient des ordres depuis des salles climatisées. L'équipe Raven s'était déployée par hélicoptère 2 crêtes plus loin, descendant en rappel dans une petite clairière avant que l'appareil ne s'éloigne sans cérémonie. Vue du ciel, la jungle ressemblait à un tapis vert, homogène et indifférent. Au sol, c'était une toute autre affaire. La canopée filtrait la lumière jusqu'à créer une pénombre proche du crépuscule. Même à midi, les broussailles arrivaient à hauteur de poitrine dans les couloirs dégagés et dépassaient de la tête dans les ravins. La visibilité, dans toutes les directions, était de 9 mètres par temps clair. Aujourd'hui n'était pas une journée claire. La pluie avait commencé 6 heures après le début de leur progression. Elle était tombée sans avertissement, comme le font toujours les pluies tropicales, un sifflement lointain dans la canopée, puis un poids soudain qui s'abattait sur tout. En quelques minutes, le sol s'était mis à bouger. Les ruisseaux qu'ils avaient franchis coulaient, bruns et rapides. Holbrook, qui avait grandi dans la campagne du Montana et pensait s'y connaître en matière de nature sauvage, avait cessé de comparer cet endroit à tout ce qu'il connaissait chez lui après son premier déploiement. La jungle n'avait de pareil. Voss maintenait un rythme délibéré. Il avait 5 hommes, lui compris. Holbrook en tête, le sergent-chef Marcus Drayden à l'arrière pour assurer la sécurité, le second maître Calvin Stroud, portant la trousse de secours et la radio, et le premier maître Roland Bauer, qui, à 38 ans, était le plus âgé de l'équipe et parlait très peu. C'était des professionnels. Ils se déplaçaient comme tels. Le briefing des renseignements avait été succinct,
Orchid avait confirmé la mort de 2 équipes de conseillers américains et d'une unité des opérations spéciales alliées sur une période de 47 heures. Tous les tirs avaient été effectués à très longue distance. Le plus long, confirmé à 2900 mètres, un chiffre qui avait poussé 3 officiers du renseignement distinct à vérifier les données avant de les transmettre à leurs supérieurs. Les douilles récupérées, là où elles l'avaient été, étaient des chargements artisanaux. Soupçonnés à l'arrivée, ce qui expliquait pourquoi les tirs n'avaient été entendus qu'après coup. Un élément de soutien de tireur d'élite devenu renégat, avait déclaré Drayton pendant le briefing. Ça ne pouvait être que ça. Personne n'agit de son propre chef à de telles distances. Voss n'avait pas avancé de théorie. Il n'était pas payé pour théoriser. Il était payé pour localiser, se rapprocher et neutraliser. Ce qui le troublait, ce à quoi il revenait sans cesse pendant les heures de déplacement, c'était le schéma des éliminations. Les 3 équipes qui avaient été touchées n'avaient pas été choisies au hasard. Elles étaient liées. Toutes 3 opéraient dans le même corridor opérationnel. Toutes 3 travaillaient sur la même piste de renseignement. Quelqu'un savait où elles se trouveraient. Quelqu'un avait transmis cette information au tireur, ou bien le tireur faisait partie de cette chaîne d'information depuis le début. Il repoussa cette pensée. Concentre-toi sur le terrain. Concentre-toi sur la végétation. La jungle exigeait un autre type d'attention que les environnements dans lesquels Voss s'était entraîné. Dans le désert, on évalue la distance, le mirage, la façon dont les couleurs s'estompent avec la distance, les calculs simples de la visibilité à longue portée. En montagne, on évalue l'altitude et l'angle. Dans la jungle, on évalue la proximité. Tout ce qui compte est proche. La menace viendrait de 30 mètres ou moins, et l'avertissement serait un son, une odeur ou une petite anomalie dans le motif de verdure. Pas assez de temps pour une prise de décision rationnelle, juste assez pour un réflexe, ce qui faisait partie de ce qui l'avait déstabilisé dans cette opération depuis le début. Orchid n'était pas un combattant de la jungle au sens conventionnel du terme. Les éliminations attribuées à cette désignation avaient toutes été exécutées à des distances qui annulaient la compression naturelle de la jungle. Celui ou celle à qui appartenaient ces tirs n'opérait pas à l'intérieur de la jungle. Il ou elle opérait au-dessus de la canopée, au-dessus de l'horizon de visibilité, au-dessus de la géométrie qui régissait la façon dont les gens normaux se déplaçaient, se cachaient et mouraient. La jungle n'était pas leur environnement, c'était leur couverture. Il mit cette pensée de côté pour plus tard. C'est Holbrook qui remarqua le premier le signe au sol, un ensemble d'irrégularités qui ne correspondaient pas au motif du sol remué par la pluie autour d'eux. 3 douilles vides, mais pas en grappe, espacées, délibérément placées plutôt qu'éjectées, disposées en formation triangulaire près d'un contrefort racinaire. Puis, 8 mètres plus loin, une trace sur un tronc à hauteur de poitrine, l'écorce éraflée par le passage de quelque chose qui avait été traîné. Puis 2 sillons parallèles dans la boue, et 3, la distance entre eux correspondant à celle d'une personne se propulsant vers l'avant à l'aide de ses coudes. Drayton s'avança aux côtés de Voss et examina les traces sans dire un mot. Puis il dit doucement, « Ce ne sont pas les traces d'un tireur qui s'installe. Ce sont les traces de quelqu'un qui essaye de fuir quelque chose. » Voss acquiesça d'un signe de tête. Ils suivirent la piste. Elle était en vie. C'est la première chose que Stroud établit. Avançant en position accroupie, la main sur son cuiraté avant même d'avoir pleinement évalué la scène. Pouls, présent, faible, irrégulier, respiration superficielle, température cutanée critique. Elle était restée dans l'eau depuis longtemps. Le Jelly Wrap était authentique, pas l'imitation commerciale vendue aux amateurs, mais un système spécialement conçu, sur mesure avec des inserts végétaux spécifiques à ce biome. Celui qui l'avait fabriqué savait ce qu'il faisait. La couche de base en dessous était vierge, pas de patch, pas d'insigne d'unité, pas de drapeau. Les bottes étaient de spécification militaire, mais les marques du fabricant avaient été effacées. Stroud commença à découper l'enveloppe extérieure pour localiser la blessure. Il la trouva au niveau de la cage thoracique en bas à gauche, une blessure d'entrée sans sortie, suggérant une balle à fragmentation ou une balle qui s'était désintégrée sur quelque chose avant de l'atteindre. La blessure datait de plusieurs heures. Elle l'avait elle-même pensée avec ce qui semblait être un morceau de son propre maillot de corps, comprimé à l'aide d'un garrot improvisé à partir de sangles. C'était l'œuvre de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. Elle avait pensé sa propre blessure à la poitrine, dit Stroud, pas à voix haute, juste pour le faire consigner. Et puis elle avait parcouru probablement 2 kilomètres. Avec cette blessure, dit Holbrook, avec cette blessure, Voss ne regardait pas la femme. Il scrutait la zone autour d'elle,
les abords, la canopée, les angles. Il se demandait pourquoi elle s'était arrêtée ici. L'emplacement n'était pas le fruit du hasard. Elle se trouvait dans un creux du sol, une légère dépression créée par deux systèmes racinaires qui offraient une couverture depuis 3 des 4 directions. La 4e direction donnait sur un fourré dense. Elle ne s'était pas effondrée ici. Elle avait choisi cet emplacement, même en train de se vider de son sang, elle avait fait un choix tactique. Bauer était accroupi au-dessus de son équipement. Il avait trouvé une longue mallette, à moitié enfouie sous son corps, scellée dans un sac étanche. Il l'a mis de côté sans l'ouvrir. Il avait trouvé un étui à cartes, des feuilles topographiques plastifiées marquées d'annotations manuscrites en sténographie. Voss ne les reconnut pas immédiatement. Vecteur de vent, correction d'altitude, horodatage. Il trouva une carte mémoire, un tableau de calcul balistique manuscrit, croisé avec des variables atmosphériques couvrant la zone d'opération avec une précision extraordinaire. Le tableau s'étendait jusqu'à des distances supérieures à 3 km, voire 4 km. Bauer le brandit et le montra à Voss sans un mot. Voss regarda les chiffres. Il regarda la femme. Le choix de la position, le repli spécifique du terrain qu'elle avait trouvé n'était pas le fruit du hasard. Voss avait passé du temps à l'examiner en attendant qu'elle reprenne conscience. Et plus il l'examinait, plus cela semblait délibéré. La dépression se trouvait au point de convergence de 2 lignes de drainage, ce qui signifiait que le bruit de la pluie était constant et masquait leur respiration et leurs mouvements silencieux. Les systèmes racinaires qui l'encadraient étaient suffisamment hauts pour briser toute signature thermique provenant de 2 des 3 angles d'approche probables. Le 4e angle, celui qu'elle avait couvert avec le fourré, exigeait qu'un homme traverse un terrain découvert pour l'utiliser, ce qui donnait du temps. Elle avait été blessée, perdait du sang et avait parcouru un terrain hostile pendant près de 2 jours, et elle avait tout de même choisi ce mètre carré de sol précis plutôt que toute autre option disponible. Il essaya d'imaginer ce que cela pouvait bien signifier. Il n'y parvint pas. Elle avait peut-être 30 ans, maigre comme le sont les gens qui bougent sans cesse et mangent de façon irrégulière. Ses mains, même à cet instant, étaient détendues le long de son corps, non pas les poings serrés de quelqu'un d'inconscient à cause de la douleur, mais les mains relâchées de quelqu'un qui avait simplement épuisé ses réserves. La pluie avait emporté la majeure partie de la peinture de camouflage de son visage. Ce qui restait révélait une mâchoire crispée, même dans l'inconscience, une petite cicatrice le long de la pommette gauche et l'immobilité particulière de quelqu'un habitué à rester complètement immobile pendant de très longues périodes. On ne peut pas la déplacer loin, dit Strad. Elle a besoin d'une perfusion dans un environnement propre. Je peux la stabiliser, mais je ne peux pas soigner une blessure thoracique sur le terrain. Un hélicoptère, dit Drayden. Pas encore, dit Voss. Drayden le regarda. Pas encore, répéta Voss. On ne sait pas à quoi on a affaire. Nous ne savons pas si appeler une évacuation médicale la mettra davantage en danger ou moins. Il pensait aux 3 équipes décédées. Il pensait à la chaîne d'information. Il pensait au mot « trahison » et à tout ce que ce mot impliquait quant à savoir qui on pouvait contacter en toute sécurité et qui non. Il s'accroupit à côté d'elle et attendit. Bauer ouvrit la longue mallette. À l'intérieur, un fusil. Mais le mot « fusil » était insuffisant, tout comme il serait insuffisant d'appeler une cathédrale un simple bâtiment. L'arme avait été conçue dans un but si spécifique que chaque composant était une déclaration d'intention. Le mécanisme était une arme à répétition sur mesure, surdimensionnée pour la cartouche qu'elle utilisait, avec une poignée de culasse usinée avec une tolérance permettant le cycle sans perdre le contact avec la joue. Le canon était long, très long, cannelé pour réduire le poids, avec un frein de bouche conçu pour gérer le recul d'une cartouche qui aurait fait sauter les supports de plateforme moins robustes. La crosse était réglable à chaque point de contact. Longueur de tir, hauteur de crête, angle de crosse. Quelqu'un avait passé du temps à adapter ce fusil à la morphologie d'un tireur spécifique. La lunette était de type militaire, à premier plan focal, avec un système de tourelles gradué selon des incréments personnalisés plutôt que selon les standards MOA ou MR. Et Bauer examina les graduations et conclut que celui qui avait conçu ce système avait développé sa propre solution balistique et l'avait directement encodée dans le matériel. À l'intérieur du boîtier de l'oculaire de la lunette, gravé en caractères si petits qu'il fallait plisser les yeux. Ghost Orchid. Bauer posa le fusil et regarda Voss. Voss n'avait pas entendu ce nom depuis 2 ans. Il avait espéré, d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait exprimer, ne plus jamais l'entendre, non pas parce que ce nom était une menace, mais parce qu'il portait en lui une complication particulière qu'il n'était pas en mesure de gérer dans une jungle,
la nuit, avec une femme blessée et une radio hors service. Il réfléchit à ce que signifiait passer sa vie professionnelle dans une discipline dont on ne pouvait pas parler officiellement. Dans la plupart des contextes militaires, la communauté des tireurs d'élite était célébrée d'une manière particulièrement restrictive, valorisée à l'entraînement, instrumentalisée dans la planification, puis discrètement mise de côté lorsque la situation devenait délicate. Mais Ghost Orchid, si cette désignation faisait référence à une personne réelle et non à un schéma assemblé à partir de coïncidences, était allé plus loin. Existait à cette échelle, avec cette constance, sans soutien institutionnel, sans observateur, sans chaîne logistique, sans l'entretien calibré de l'équipement que le tir de précision exigeait, c'était avoir fait entrer la discipline dans un territoire sans précédent. Il y réfléchissait encore lorsque la main de la femme bougea. À peine. Un léger repositionnement des doigts, à peine visible dans la lumière diffuse de la pluie. Mais Voss le remarqua et s'immobilisa. Et Bauer, qui observait avec l'attention périphérique de Longhabit, le vit s'immobiliser et regarda la femme. Ses yeux n'étaient pas ouverts, mais elle avait entendu quelque chose. Ghost Orchid n'était pas un dossier. Ghost Orchid n'était pas une désignation ni un programme. C'était un nom qui circulait dans les bas-fonds des services de renseignement des opérations spéciales. Un nom associé à une série de tirs effectués à des distances qui n'auraient pas dû être possibles, sur des cibles qui méritaient ce qui leur était arrivé, dans des circonstances qui ne se résumaient jamais à une image claire. La CIA pensait que Ghost Orchid était un ancien programme du bloc de l'Est. Les services de renseignement de la Défense pensaient qu'il s'agissait d'un opérateur indépendant bénéficiant du soutien de l'État. La plupart des membres de la communauté avaient discrètement conclu qu'il s'agissait probablement d'un mythe construit à partir de coïncidences et d'exagérations. Le fusil dans l'étui n'était pas un mythe. Holbrook était accroupi au bord de la dépression, face à l'extérieur, couvrant l'approche venant du nord. Il parla sans se retourner. « Monsieur, nous devons discuter pour savoir si cette personne est bien celle que nous avons été envoyés chercher. »« C'est vrai, » dit Voss, « parce que si c'est Ghost Orchid, alors les trois équipes... Je sais ce que cela signifie. » Un silence, la pluie le comblait. Les trois équipes avaient été dissimulées selon un schéma précis. Si Ghost Orchid avait été impliquée dans l'opération, non pas en tant que menace, mais en tant que participante, une sous-traitante, un atout opérant dans le même couloir, alors les tirs qui les avaient tués auraient pu avoir une géométrie tout à fait différente. Pas une opératrice rebelle traquant les forces spéciales, mais une opératrice traquée par quelqu'un qui connaissait son itinéraire et ses cibles, et qui avait d'abord atteint les équipes avant de venir la chercher, ce qui signifiait que les trois hommes morts n'étaient peut-être pas du tout ses victimes. Voss examina la blessure. Il examina le tableau balistique, il examina le sac de poitrine improvisé, le choix judicieux des abris et les mains ouvertes posées le long de son corps, comme si, même ici, elle n'avait fait aucun geste agressif envers ce qu'il avait trouvé. Elle ne courait pas vers quelque chose. Elle s'enfuyait. Le premier indice fut la main de Bauer se levant brusquement, paume vers l'extérieur, l'index pointé vers le ciel. Ne bougez plus. Ils se figèrent tous. Le drone, leur drone, un petit appareil tactique que Strode transportait dans une housse rembourrée, avait tournoyé à 120 mètres d'altitude, transmettant des images à la tablette attachée à l'avant-bras de Drayden. Drayden le regarda descendre en une lente spirale, désormais hors de contrôle, et disparaître dans la canopée à 200 mètres au sud. Pas d'explosion, juste disparu. « La fréquence », dit Drayden à voix basse. « Ce n'était pas la fréquence », dit Bauer. « Quelqu'un l'a abattu. La radio grésilla une fois, une rafale de parasites qui se transforma brièvement en ce qui aurait pu être une voix, puis s'effondra en bruit blanc. La poignée de main de cryptage avait disparu. Ils opéraient désormais seuls. Voss assimila cela le temps de prendre une inspiration prudente. La disparition du drone signifiait que quelqu'un avait des yeux dans leur ciel. La radio hors service signifiait que quelqu'un disposait soit d'un brouilleur à portée, soit avait compromis la fréquence. Aucune de ces possibilités n'était bonne. Les deux ensembles suggéraient qu'ils n'étaient pas confrontés à une rencontre fortuite. Ils se trouvaient au cœur d'une opération coordonnée par quelqu'un qui les avait suivis jusqu'à cette position, ce qui signifiait que quelqu'un l'avait suivi jusqu'ici et avait suivi la piste. « Arrière », dit Voss. Drayden était déjà en mouvement. Il franchit la lisière de la forêt et se mit à couvert derrière le plus gros tronc disponible, scrutant le sud à travers son viseur. Holbrook prit le nord. Bauer se mit à couvert au-dessus de l'étui à fusil, sa propre carabine levée et pointée vers l'est. Voss resta avec la femme,
Il ne comprenait pas exactement pourquoi. Ce n'était pas par sentiment, c'était par logique tactique. Elle était la raison de tout ce qui se passait, ce qui signifiait que la comprendre était la clé pour survivre à ce qui allait suivre. Le tir, lorsqu'il vint, frappa la structure racinaire à 20 cm de la tête de Holbrook. Aucun bruit ne l'avait précédé. L'impact fut un craquement sec de bois fendu, et Holbrook bougea sans se retourner. Il regarda Voss avec des yeux qui traduisaient une évaluation précise. C'était un tir de précision. Ce n'était pas un avertissement. Et celui qui avait tiré s'était trompé de 20 cm, ce qui, à une distance extrême, était soit un tir manqué, soit un message. « À quelle distance ?» demanda Drayden très doucement. Personne ne répondit, car personne ne savait. Le silencieux, s'il y en avait un, avait rendu le bruit de la détonation inaudible. La balistique terminale de la balle dans le bois suggérait une vitesse élevée au point d'impact, ce qui signifiait soit très près avec beaucoup d'énergie restante, soit très loin avec une cartouche à trajectoire plate. Mais il n'y avait eu aucune trace de vent dans la végétation, aucune perturbation de la canopée le long d'une ligne visible. « Crête nord », dit Bauer. Il avait fait le calcul géométrique, l'angle d'entrée sur le bois. Crête nord, au moins 2 kilomètres. « On n'a pas d'engagement à 2 kilomètres », dit Drayden. « Lui, oui », dit Bauer. Un autre silence. La pluie, le vent agitant la canopée supérieure, le bruit de l'eau ruisselant sur toutes les surfaces. Il se trouvait dans un trou soigneusement aménagé, une position qui offrait une couverture depuis la plupart des angles, mais qui devenait un piège dès qu'un tireur disposait d'une élévation et d'une portée suffisante. Celui qui se trouvait sur la crête nord avait délibérément choisi cette géométrie. Il ne pouvait pas se déplacer vers le nord, exposé, il ne pouvait pas se déplacer vers le sud sans traverser un terrain découvert. L'est offrait une végétation dense, mais canalisait le mouvement vers un ravin qu'un homme patient muni d'optique pouvait couvrir en 2 réglages de sa lunette. L'ouest, la pente descendait vers l'ouest dans une partie plus dense de la canopée. Un abri, mais pas de dissimulation. Une fois qu'ils auraient pénétré dans le ravin, leur progression serait lente et visible d'en haut. Voss regarda la femme inconsciente et fit le calcul. Ils ne pouvaient pas rester. Ils ne pouvaient pas appeler les secours. Ils ne pouvaient pas s'approcher d'un tireur à 2 kilomètres dans un terrain qui lui offrait tous les avantages. Ce dont ils avaient besoin, c'était de quelqu'un capable de revenir à elle. Elle revint lentement, pas d'un seul coup, pas comme dans les films, avec ce halètement soudain et ses yeux qui s'ouvrent. Elle refit surface par degrés, sa conscience se reconstituant à partir des données disponibles. Le froid, l'humidité, la douleur dans son flanc qu'elle répertoria sans y réagir. Car réagir à la douleur était un luxe réservé à ceux qui avaient déjà résolu leurs autres problèmes. Elle entendit la pluie. Elle entendit des respirations qui n'étaient pas les siennes. Plusieurs personnes, contrôlées, professionnelles. Elle entendit l'absence de coups de feu, ce qui était soit très bon, soit le silence particulier qui précédait quelque chose de pire. Elle ouvrit les yeux. 5 hommes, équipement tactique, aucun insigne visible, mais leur allure ne laissait aucun doute. La façon dont ils tenaient leurs armes, la façon dont leurs yeux bougeaient, la façon dont le plus jeune surveillait le nord tandis que les autres la surveillaient. Les forces spéciales américaines. Elle comprit cela en environ 2 secondes. L'homme accroupi le plus près d'elle avait le visage de quelqu'un qui avait déjà formulé 7 hypothèses sur son identité et attendait de voir laquelle elle confirmerait. Il avait un regard bienveillant et une mâchoire très carrée, l'attitude générale d'une personne qui ferait ce qui était nécessaire et s'en voudrait ensuite comme il se doit. « Ils nous ont trahis, dit-elle. Sa voix sortit moins assurée qu'elle ne l'aurait voulu. Elle réessaya. Ceux qui m'ont envoyé ont vendu l'itinéraire. L'homme ne réagit pas avec surprise. Il acquiesça lentement, ce qui lui indiqua qu'il avait déjà envisagé cette possibilité. « Qui vous a envoyé ?» dit-il. « Ce n'est pas la bonne question pour l'instant. »« Quelle est la bonne question ?» Elle tenta de se redresser. La douleur dans son flanc lui indiqua que ce n'était pas conseillé. Elle le fit quand même, lentement, et le médecin, qu'elle avait identifié à son kit, posa une main sur son épaule, un geste de mise en garde mais pas de contrainte. « La bonne question, dit-elle, c'est de savoir si vous voulez sortir de cette position avant que le tireur d'élite adverse sur la crête nord ne procède à un 2e ajustement. »« Un tireur d'élite adverse, dit l'homme. Il est derrière moi depuis 2 jours. Il est très doué. Pas autant que le pensent ceux qui l'ont envoyé, mais assez pour clouer une équipe au sol jusqu'à ce qu'une unité terrestre arrive. Et il y aura une unité terrestre. » Elle marqua une pause, respirant prudemment pour ne pas aggraver la douleur. « Je lui ai rendu la tâche difficile pour qu'il trouve un angle dégagé.
C'est pour ça que je me suis mise à terre ici. Mais je n'avais pas prévu de perdre ma capacité à bouger. Ta blessure, ma blessure, dit-elle en regardant le travail de Stroud sur sa cage thoracique. Propre. Merci. Tu as pensé ta propre blessure à la poitrine et tu as parcouru 2 kilomètres, dit Stroud. On aurait dit qu'il ne savait pas s'il devait être horrifié d'un point de vue médical ou impressionné d'un point de vue professionnel. J'avais une motivation. L'homme plus âgé, celui qui n'avait rien dit, qui avait examiné son équipement, brandit la table balistique. Elle y jeta un coup d'œil. Les 3 équipes, dit le commandant. Les éliminations attribuées à Orchid. Pas les miennes. Non, c'est lui qui les a faites, dit-elle. L'homme sur la crête, il a dégagé le couloir. Quiconque pouvait compromettre ce que je sais. J'étais censé être la 4e. Que savez-vous? Elle resta silencieuse un instant. La pluie disait tout. Le silence, non. Je sais qui a donné les ordres, dit-elle enfin, et où il se trouve, et ce qu'il prévoit ensuite. C'est pour ça qu'il veut le mammouth avant que je puisse joindre quelqu'un qui puisse s'en servir. Le commandant la regarda longuement. Son équipe l'observait sans donner l'impression de le faire. Cette petite attention en périphérie propre à ceux qui font confiance à leur chef et veulent savoir comment les choses vont tourner. Il faut qu'on parte, dit-elle. Mais avant de partir, quelqu'un doit s'occuper de la crête nord. Il va nous suivre. Il attendra une occasion et il en aura une. Nous n'avons pas de capacité d'engagement à 2 kilomètres, dit-il. Elle regarda son fusil. Il suivit son regard. Tu ne peux pas rester debout, dit-il. Je n'ai pas besoin de rester debout, dit-elle. Elle s'appelait Nora Kane. Elle donna cette information de son plein gré, ce qui surprit Voss. Les personnes qui opéraient à son niveau donnaient rarement leur nom sans contrepartie. Il interpréta cela comme une décision plutôt que comme un geste. Elle s'engageait dans quelque chose, estimant que les informations qu'elle détenait valaient plus que sa couverture opérationnelle, et que pour les transmettre aux bonnes personnes, il fallait au minimum établir qu'elle était une personne et non une simple désignation. Elle dirigeait une opération sous contrat à partir d'une infrastructure logistique qui n'existait pas officiellement. Sa mission, surveiller un réseau spécifique et établir le profil cible pour une chaîne d'élimination qui serait activée par des personnes de rang supérieur au sien. Elle l'avait fait. Elle avait établi ce profil et, à un moment donné, elle ne savait plus exactement quand, peut-être 3 semaines avant la fin de l'opération, la décision avait été prise qu'elle constituait un risque, non pas parce qu'elle avait commis une erreur, mais parce qu'elle avait tout fait correctement. Le profil de la cible que j'ai établi, dit-elle en s'adossant contre le tronc d'arbre, pendant que Stroud changeait le pansement de sa blessure, implique des personnes qui étaient censées l'autoriser. L'opération était conçue pour générer ce profil, puis l'enterrer. J'étais le maillon faible. De qui parlons-nous? Demanda Voss. Pas d'ici. Et moi dans un lieu sécurisé et je vous dirai tout. Un débriefing complet. Elle marqua une pause. Je l'ai ici. Elle tapota sa tempe gauche. Pas sur un disque dur, pas sur une carte mémoire. Ils ont fouillé mon logement avant mon départ. Il n'y avait rien à trouver parce que je gardais tout ici. Il avait réfléchi à la phrase de Kane, la bonne question, depuis qu'elle l'avait prononcée. Il existait un type particulier d'esprit qui réorganisait les problèmes de manière réflexive, qui identifiait la question derrière la question, et qui ne pouvait pas être confronté à une situation sans la décomposer immédiatement en ses éléments constitutifs. Il avait rencontré peut-être 6 personnes au cours de sa carrière qui pensaient ainsi de manière constante. La plupart d'entre elles étaient mortes, ce qui en disait long sur la corrélation entre un certain type d'esprit et un certain type de vie. Elle l'observait penser. Il le remarqua et en prit note. Les 3 équipes. Il a dit que si vous n'aviez pas tiré ses coups, si le contre-tireur avait dégagé le couloir avant de venir vous chercher, alors il savait où se trouveraient les 3 équipes. La seule façon de le savoir, c'est d'avoir accès à l'ordre d'opération ou à quelqu'un à l'intérieur qui lui a fourni les positions. Oui, dit-elle, ce qui signifie que la faille dans le réseau est profonde, pas une interception de signal, pas une analyse du trafic, quelqu'un au niveau de la planification. Elle ne répondit pas, ce qui était en soi une réponse. Et les informations dont tu disposes, dit-il, permettent d'identifier qui. Elle le regarda fixement. La douleur dans son flanc était visible non pas dans son expression, mais dans la régularité de sa respiration. Cette petite décision qu'elle prenait à chaque inspiration pour rester en deçà du seuil de tolérance, entre autres choses. Elle a dit que Bauer avait étudié le terrain au nord à l'aide d'une longue vue. Il l'a baissé et a dit « J'ai une position probable. 500 mètres, un contrebas de la ligne de crête,
Un défilé naturel, une vue dégagée sur cette dépression. Il est là depuis un moment. Il y a des perturbations dans la végétation qui correspondent à une présence en position couchée. Quelle est ta certitude? Demanda Voss. 70%, peut-être 75%. Ce n'est pas suffisant pour un tir que je ne peux de toute façon pas faire. Il ne l'avait pas dit comme une invitation. Mais Nora tourna la tête vers le nord et dit « Montre-moi ». Bauer lui tendit la longue vue. Elle le leva de son bras droit, en gardant son côté gauche immobile, et regarda longuement. Ses lèvres bougèrent légèrement, sans parler, calculant. Puis elle abaissa la longue vue 340 mètres en dessous de la ligne de crête, pas 500. La perturbation que tu interprètes comme un motif végétal, c'est son camouflage. Il s'est déplacé depuis qu'il a tiré là où tu l'as repéré, mec. Il se trouve au pied de la formation secondaire, la protubérance rocheuse juste au nord de la lisière de la forêt. Elle resta silencieuse un instant. Il privilégie son côté gauche. À chaque tir que je l'ai vu effectuer, il a incliné son appui légèrement à gauche du centre. À cette distance, cela signifie que son point de visée naturel sera légèrement en haut à gauche par rapport au centre visuel de sa position. Tu l'as vu tirer, dit Voss. J'ai vu les conséquences. Les calculs te disent ce qu'a fait le corps. Quelle est la distance? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regardait la carte topographique, puis le ciel, puis le mouvement de la végétation à la lisière de la canopée, à 200 mètres. Elle lisait quelque chose, calculait quelque chose. 3540 mètres, dit-elle, à 20 mètres près. Voss la regarda. Il regarda le fusil. Le record, dit-il, c'est un record, dit-elle. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait à des distances plus longues par des gens qui ne s'intéressent pas au record. Tu l'as fait. Une pause. J'ai fait mieux, dit-elle. Dans de meilleures conditions, ils la déplacèrent vers le point le plus élevé disponible dans la zone couverte, une légère élévation à 60 mètres à l'ouest de la dépression, où deux grands arbres étaient tombés l'un contre l'autre, créant un appui naturel qui permettait à un tireur couché d'utiliser l'angle sans se faire repérer. Son déplacement a pris 8 minutes. Elle ne s'est pas plainte. Elle a dirigé ses propres mouvements, où poser chaque pied, quand s'arrêter, comment incliner son corps pour réduire la pression sur la blessure. Le médecin est resté à ses côtés et elle l'a laissé faire sans faire de commentaires. Une fois en position de tir, elle a passé 5 minutes à ne rien faire, sans se reposer, mais en observant. Son regard parcourait le champ de vision selon un schéma méthodique que Voss reconnut comme un comportement acquis à l'entraînement. Elle analysait chaque variable de l'environnement et l'enregistrait. Le vent dans sa canopée basse, le vent à mi-hauteur, les petites perturbations dans la canopée haute qui indiquaient le flux d'air au-dessus de la ligne des arbres, l'angle de la pluie, la densité de l'air, chaque condition susceptible d'influencer une balle en vol. Puis elle demanda sa fiche de données. Holbrook la sortit de l'étui. Elle la regarda pendant 30 secondes, en croisant des informations dans sa tête que Voss ne pouvait pas suivre. Puis elle la rendit. « Posez le fusil sur l'appui, dit-elle. Bipied baissé, ajustez le sac arrière. J'ai besoin que la crosse soit à l'horizontale, pas surélevée. » Bauer s'en chargea. Il avait déjà manipulé des fusils de précision, et il travailla avec soin. Elle se positionna derrière l'arme par petits mouvements, ne s'allongeant pas tant qu'elle ne se glissant en position, répartissant son poids de manière à minimiser le contact avec son côté blessé. Sa respiration était délibérée. Voss la regarda la ralentir, non pas jusqu'à un rythme normal, mais jusqu'à la retenue soutenue de quelqu'un se préparant à une très longue attente. L'équipe observait ce processus avec l'attention de personnes elles-mêmes formées à l'observation et qui comprenaient qu'elles assistaient à quelque chose qui dépassait leur propre niveau. Holbrook était un expert qualifié pour toutes les armes que la marine avait mises entre ses mains. Il avait suivi le cours de base de tireur d'élite et en connaissait les principes fondamentaux. Il en savait assez pour comprendre l'écart entre ce qu'il savait et ce qu'elle faisait. Cet écart n'était pas une question d'heures d'entraînement ou de connaissances techniques. C'était autre chose. Quelque chose qui ne s'acquiert pas par l'enseignement, mais par l'expérience particulière d'avoir été à maintes reprises dans la situation où elle se trouvait et d'y avoir survécu. Bauer ajusta le sac arrière. Elle examina le résultat sans y toucher. Puis elle effectua une seule petite correction avec la paume de sa main droite, un déplacement latéral de la crosse qui fit bouger le fusil d'environ 4 mm. Bauer observa cet ajustement sans en comprendre le but. Il y réfléchit pendant les jours suivants avant de conclure qu'elle avait tenu compte d'une inclinaison de la plateforme de tir, d'un léger écart par rapport à l'horizontale dans le support formé par l'arbre tombé, si minime qu'il n'avait été détecté par aucune évaluation conventionnelle, mais qui,
à 3500 mètres se traduirait par une déviation significative. La pression atmosphérique, dit-elle. Strode avait un baromètre de terrain dans son équipement. Il l'a lu. Elle effectua un réglage sur la tourelle d'élévation de la lunette. 2 clics, puis un de plus. Vent de travers à mon niveau, dit-elle. Bauer consulta l'anémomètre. Elle effectua un réglage de dérive. Température inconnue à la cible, dit Bauer. Approximative. Il lui donna la température ambiante moins le gradient de température standard pour la différence d'altitude. Elle réfléchit, puis ne modifia rien. Elle en avait déjà tenu compte. L'effet Coriolis, dit-elle presque pour elle-même. À cette distance, à cette latitude, on va tirer à vue. Elle fit une pause de 4 à droite. Elle régla la tourelle de dérive d'un nombre de clics qu'aucun d'entre eux n'essaya de compter. L'équipe était immobile, non pas sur ordre, mais de son plein gré, comme les hommes le deviennent lorsqu'ils se trouvent en présence de quelque chose qui dépasse leur expérience. Holbrook avait cessé de suivre le nord. Il l'observait à la place. « J'ai besoin de 5 minutes, dit-elle. Ne parlez pas. » Personne ne parla. Une balle ne se déplace pas en ligne droite. À 3 kilomètres, la gravité agit sur elle depuis environ 3 secondes complètes de vol. Pendant ce temps, une balle tirée à l'horizontale à la bouche du canon aura chuté suffisamment pour nécessiter une correction mesurée non pas en centimètres, mais en mètres. La valeur précise dépendant du coefficient balistique du projectile, de la vitesse initiale et de la densité atmosphérique qu'il traverse. Chaque condition qui change entre la bouche du canon et la cible modifie le point d'impact. La température modifie la densité de l'air. La densité de l'air modifie la traînée. La traînée modifie la vitesse. La vitesse modifie la durée du vol. La durée du vol modifie la durée pendant laquelle la gravité agit sur le projectile. Un tireur à 3 km ne tire pas sur une cible. Un tireur à 3 km tire sur un calcul. Nora Kane comprenait cela d'une manière qui n'avait rien à voir avec les mathématiques. Bien qu'elle maîtrisât parfaitement les mathématiques, elle les comprenait comme un pianiste comprend la musique. Non pas comme une suite de règles à appliquer, mais comme un langage que les mains parlent avant que le cerveau n'ait fini sa phrase. Elle faisait cela depuis 17 ans. Les 10 premières années, on lui avait enseigné. Les 7 dernières, elle s'était enseignée à elle-même des choses que personne d'autre n'avait codifiées. Elle s'allongea derrière le fusil et respira. La douleur dans son flanc était un fait, comme le vent et la pluie. Elle la classa et la mit de côté, non pas refoulée, mais reconnue, à laquelle elle attribua une valeur et qu'elle exclut du calcul actif. La douleur consommait de la bande passante de traitement. La bande passante de traitement était la ressource qu'elle ne pouvait se permettre de gaspiller. Elle trouva la position dans la lunette. À 3500 mètres, un être humain n'est qu'une forme. À ce grossissement, avec cette qualité optique, c'était une forme dans un nid de formes. L'intégration de Gilly était très bonne. Elle le reconnut d'un point de vue professionnel. Il avait bien choisi sa position. Le relief naturel derrière lui brisait son contour. Il était presque invisible. Presque. Ce qui le trahissait était ce qui trahissait toujours les tireurs couchés dans des conditions humides. La petite perturbation à la surface de l'eau stagnante qui s'accumulait autour de lui. Une personne immobile au sol affecte le schéma de drainage du sol sous elle. L'eau s'écoulait différemment au bord de son corps qu'elle ne le faisait sur le sol dégagé autour de lui. À la lumière du jour, sous la pluie, grâce à son optique, elle pouvait distinguer sa silhouette dans l'eau. Elle stabilisa le réticule. Le vent se levait. Pas de manière spectaculaire, pas d'une façon qui aurait pu être remarquée par quiconque ne prêtant pas le genre d'attention particulier qu'elle y prêtait. Mais le mouvement de la canopée à 200 mètres avait légèrement changé de rythme, ce qui signifiait que les couches supérieures de l'air avaient dévié de leur trajectoire d'environ 10 degrés. Elle compensa ce décalage par un léger mouvement de la tourelle de dérive, presque imperceptible. Un seul clic, elle inspira. Elle expira. À la fin de l'expiration vint la pause respiratoire. Ce silence naturel entre deux respirations. Ce bref instant où le corps ne bouge activement dans aucune direction. Où le fusil est aussi stable que la physique le permet. Cela dura peut-être 2 secondes. Elle avait appris cela à 19 ans, lors d'un entraînement par temps froid dans un lieu qu'elle n'avait pas le droit de nommer, auprès d'un instructeur qui pratiquait cet art depuis 30 ans et qui lui avait dit dès le premier jour que la différence entre un bon tireur à longue distance et un excellent tireur n'était pas technique. Elle était une question d'attention. Un bon tireur gérait les variables. Un excellent tireur rendait les variables sans importance en les anticipant suffisamment à l'avance pour qu'aucune gestion ne soit nécessaire. Au moment où la détente s'enclenchait, le calcul était déjà terminé. Le tir avait déjà eu lieu. L'événement physique n'était qu'une formalité.
Elle avait passé 7 ans à dépasser le stade du bon. Elle avait appris à prendre des décisions dans cet intervalle. Le réticule tenait bon. Son doigt trouva la détente comme il l'avait trouvé 10 000 fois auparavant. Sans serrer, sans appuyer, en appliquant une force vers l'arrière, douce et continue, jusqu'à ce que l'événement mécanique se produise sans qu'elle ne le provoque activement. L'équipe ressentait son immobilité plutôt que de la perturber. Même la pluie semblait ralentir. Le bruit fut sec et définitif. Le frein de bouche fit son travail. Le fusil recula, fut arrêté, se stabilisa à nouveau vers l'avant avant que l'image dans la lunette ne se soit complètement estompée. Elle resta sur la cible. Elle ne bougea ni la tête ni les mains. Elle laissa le recul faire son œuvre et reporta son œil sur la lunette. La balle était déjà partie. Déjà hors de portée de Louis, hors de portée de récupération, vouée à la trajectoire que la physique lui avait décrétée. 3 secondes et demie. C'était la durée approximative du vol. Assez de temps pour qu'un homme fasse 3 pas dans n'importe quelle direction. Pour déplacer son poids, pour tousser. À cette distance, elle ne tirait pas sur un homme. Elle tirait sur une distribution de probabilités, l'espace qu'un homme pourrait occuper compte tenu de sa dernière position connue et de son état de mouvement probable. La correction qu'elle avait intégrée au tir tenait compte d'une cible immobile. S'il avait bougé depuis qu'elle l'avait repéré, si l'agitation de l'eau avait considérablement changé, ne serait-ce que d'1 mètre, le tir aurait raté sa cible. Elle avait décidé qu'il était immobile. Elle avait analysé le mouvement de l'eau, la végétation, l'absence de mouvement de quoi que ce soit près de lui au cours des 4 dernières minutes. Elle avait conclu, avec la certitude qu'elle réservait aux conclusions sur lesquelles elle était prête à parier sa vie, qu'il n'avait pas bougé. 3 secondes, l'équipe était complètement immobile. Holbrook avait les yeux rivés sur la crête nord avec ses jumelles. Drayden observait Nora. Bauer n'observait ni l'un ni l'autre, le regard perdu au loin avec l'attention déconcentrée de quelqu'un qui fait des calculs mentaux. Stroud avait la main près de son épaule, sans la toucher, mais prêt à intervenir. Voss observait le fusil. Il n'avait pas bougé depuis le tir. Ses mains n'avaient pas bougé. Son œil n'avait pas quitté l'oculaire. 1 seconde et demie. Holbrook émit un son, pas un mot, quelque chose en dessous du seuil du langage. Une compression involontaire de l'air. Il voyait quelque chose à travers les jumelles. Puis plus rien. Pas de deuxième tir depuis la crête, pas de nouvel angle, pas de riposte venant d'aucune direction. Holbrook baissa les jumelles. Il regarda Voss. Son expression n'était pas triomphante. C'était l'expression d'un homme qui venait d'être témoin de quelque chose qu'il lui faudrait un temps considérable pour classer correctement. Le mouvement s'est arrêté, dit-il. Au sommet de la crête secondaire, quelque chose avait changé là-haut. Drayden activa la tablette. Le drone avait disparu, mais la tablette affichait toujours la dernière boucle d'image. Il repéra la crête nord sur la superposition topographique. Il la regarda un instant. « Si cette position est bien là où je pense qu'elle est, dit-il. On parle de 3540, dit Bauer. Stroud fut le premier à trouver le flux du drone provenant de l'unité de secours, une unité secondaire plus petite qu'il n'avait pas encore déployée, qu'il lança discrètement pendant que les autres observaient la crête. Il monta à 300 pieds et inclina la caméra vers le nord. Il fallut 30 secondes pour obtenir une image nette à cette distance. Le zoom numérique tournait à plein régime. La crête nord est apparue par segments. La roche, les arbres, le relief secondaire, la protubérance rocheuse que Nora avait identifiée. Et à sa base, la forme qui avait été invisible dans le désordre de la jungle, désormais nette simplement parce qu'elle ne bougeait plus. Une silhouette allongée, immobile, de cette manière dont seules 2 sortes de choses sont immobiles. L'image de la tablette n'était pas assez haute en résolution pour permettre une confirmation, mais Bauer la regarda longuement, puis examina l'angle depuis la position de tir, puis regarda Nora Kane, allongée derrière son fusil, les yeux toujours rivés sur la lunette, les doigts toujours posés le long du cadre, respirant lentement et régulièrement. « Confirmé, dit-il. » Personne ne parla pendant un moment. Puis Nora bougea. Elle se détacha lentement du fusil, s'assit sur ses talons, appuyant sa main droite à plat contre la racine qu'elle avait utilisée comme appui. Elle ne regarda pas l'équipe. Elle regarda le ciel au-dessus de la canopée, juste du gris, de la pluie et le dessous des feuilles. Elle respirait. Elle s'évanouit 12 minutes plus tard, sans drame. Elle cessa simplement de répondre aux questions de Stroud, ses yeux se fermèrent, et sa respiration, déjà surveillée, prit le rythme superficiel d'un véritable évanouissement, plutôt que le calme contrôlé qu'elle avait maintenu par la force de sa volonté. Stroud avait la main sur son poignet lorsque cela se produisit, et dit très doucement « Elle est inconsciente. »
Ce qui était un constat et aussi autre chose. Vos demanda l'évacuation. Il l'avait évité pendant 3 heures, incertain de l'intégrité de la chaîne de communication. Il était toujours incertain, mais le calcul avait changé. Ils avaient une contractante gravement blessée détenant des renseignements qu'on ne pouvait pas laisser disparaître simplement dans la jungle. La menace principale avait été neutralisée, et l'élément terrestre dont il s'était inquiété, s'il avait été déployé, ne s'était pas matérialisé, ce qui signifiait soit qu'il n'existait pas, soit qu'il était encore en route, et le temps comptait. Il utilisa une fréquence secondaire qu'il gardait pour ses imprévus personnels, un numéro qui le reliait à un adjudant particulier d'une base spécifique qui lui était redevable depuis une opération précédente, et qui surtout ne faisait pas partie de la chaîne d'information qui avait apparemment été compromise. Il donna les coordonnées, le mot médical et le mot de passe Lazarus, ce qui signifiait « n'enregistrez pas cela, ne remontez pas l'information dans la chaîne, venez simplement ». L'adjudant répondit « 40 minutes ». Il en fallut 37. Entre l'appel et le bruit des rotors, l'équipe fit ce que font les équipes. Ils consolidèrent leur position, s'occupèrent de leur équipement. Holbrook mangea quelque chose sans y prêter attention. Drayden n'écrivit rien dans son carnet de terrain, et Bauer s'assit près de l'étui du fusil et ne l'ouvrit plus. Voss s'assit près de Nora Kane. Il n'avait aucun sentiment particulier à ce sujet. Il s'était assis près d'elle parce qu'elle était l'élément le plus important de l'opération et qu'il voulait être présent si elle reprenait conscience. C'était la raison professionnelle. Il y avait peut-être une autre raison qu'il n'avait pas pleinement examinée. Elle était venue dans cette jungle avec une mission, avait été trahie par ceux qui lui avaient confié cette mission, s'était battue pendant 2 jours pour échapper à ses poursuivants sur un terrain qui aurait arrêté la plupart des gens en bonne santé, avait reçu une blessure qui aurait dû l'arrêter, puis, depuis une position couchée dans la boue avec une blessure à la poitrine recoussue, à une distance que les programmes de tireurs d'élite militaires les mieux équipés au monde n'avaient jamais certifiée. Elle avait protégé 5 hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés d'une menace à laquelle ils n'auraient pas pu faire face eux-mêmes. Puis elle leur avait demandé de ne pas signaler qu'elle était en vie. Il avait immédiatement compris cette demande. Les personnes qui avaient envoyé le contre-tireur d'élite seraient informées que le tir avait été effectué. Elles supposeraient que l'absence de suivi et de confirmation signifiait que l'agent était mort. Si elle restait morte dans leur registre, si sa survie n'était transmise par aucun des canaux qu'ils surveillaient, elle avait du temps pour faire son débriefing, du temps pour transmettre ce qu'elle savait par des canaux qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Lorsque l'hélicoptère apparut au-dessus de la lisière de la canopée, ses rotors projetant la pluie sur les côtés, Stroud s'affaira pour la préparer à l'embarquement. Elle ne reprit pas conscience pour cela. Elle fut transportée sur une civière improvisée à partir de ponchos et de sangles de fusil, puis embarquée sans cérémonie. L'adjudant s'appelait Casper et il ne posa aucune question à son arrivée, ce qui était la qualité que Voss appréciait le plus chez lui. Il regarda la femme sur la civière de fortune, regarda Voss, regarda l'équipe et demanda seulement si tout le monde était capable de marcher. Lorsque Voss confirma, il commença l'embarquement. L'hélicoptère n'était pas marqué, non pas au sens où les hélicoptères militaires sont techniquement non marqués, avec les identifiants d'unités retirés, mais véritablement non marqués, avec ce genre d'absence de marquage qui indiquait qu'il n'avait jamais été affecté à une unité. Casper travaillait pour une branche du gouvernement dont Voss savait l'existence sans en connaître le nom ni la structure. Et c'était la première fois en 3 ans qu'il faisait valoir cette dette, et Casper était arrivé sans hésitation. Stroud s'occupa de la perfusion pendant le chargement et garda la main sur l'équipement de surveillance pendant l'ascension. Les signes vitaux de Noran étaient mauvais mais stables. Le genre de stabilité qui signifiait qu'elle était en vie et sous contrôle, pas qu'elle était hors de danger. Elle avait besoin d'une opération. Elle avait besoin du genre de soins continus que la médecine de terrain pouvait approcher mais pas fournir. Stroud le savait, et cela se voyait à sa mâchoire crispée, à son efficacité dans le travail, à l'attention exclusive qu'il portait aux chiffres. « Elle va s'en sortir », dit Stroud sans s'adresser à personne en particulier. Puis, se reprenant d'un point de vue statistique, ce profil, son âge, sa condition physique de base, la qualité de l'équipement initial, elle fait partie du groupe qui s'en sort, si on la met dans un endroit propre dans les 2 prochaines heures. Holbrook, assis contre la cloison avec sa carabine posée sur les genoux, regarda Stroud, puis la femme, puis les nuages par la porte ouverte sur le côté. Il ne dit rien. L'hélicoptère vira vers l'ouest et la jungle s'éloigna sous leurs pieds,
la canopée devenant une abstraction, une texture plutôt qu'un lieu. Avant de monter sur le patin, Vos se retourna et regarda la jungle. De la pluie, de la verdure et les dernières lueurs s'éteignant dans le ciel de l'après-midi. L'endroit d'où elle avait tiré reprenait déjà son aspect ordinaire. Juste 2 arbres tombés, une flaque de boue, rien de remarquable. La crête nord était invisible d'ici. Holbrook apparut à ses côtés. 3540, dit Holbrook. Oui, ils vont nous demander ce qui s'est passé ici. C'est sûr. Que leur dirons-nous? Voss y réfléchit un instant. Alors nous leur dirons que nous avons localisé la cible, neutralisé la menace et évacué notre agent. Tout est exact. Rien n'est complet. Holbrook acquiesça. Il comprenait la distinction. Ils montèrent à bord. L'hélicoptère décolla. Sous leurs pieds, la jungle se referma sur la position comme si elle n'avait jamais été perturbée. La pluie continuait. La boue se stabilisait. L'eau retrouva son niveau. À 3540 mètres au nord, sur un éperon rocheux, sous une ligne de crête au milieu de nulle part, quelque chose gisait, immobile, et ne serait pas découvert avant longtemps. Et dans la soute d'un hélicoptère banalisé s'élevant au-dessus de la couche nuageuse, une femme qui n'existait pas officiellement inspirait et expirait, gardant tout ce qu'elle savait dans un endroit où ils ne pouvaient pas l'atteindre. Le rapport post-opération de l'opération Raven Pursuit fut classé au niveau le plus élevé et placé dans un compartiment dont l'accès nécessitait une autorisation spécifique. Voss le rédigea lui-même 3 jours après l'extraction, dans une pièce sans fenêtre d'une base où il avait été transporté sans connaître ses coordonnées précises. Il le rédigea avec soin. Il le rédigea honnêtement, dans les limites convenues. Il utilisa un langage précis et des constructions passives lorsque celles-ci servaient à un objectif. Le rapport indiquait que la menace désignée Orchid avait été neutralisée. Il ne précisait pas par qui. Il indiquait qu'un informateur disposant de renseignements pertinents avait été récupéré et transféré aux autorités compétentes. Il ne nommait pas l'informateur. Il mentionnait la distance d'engagement confirmée. Cette ligne fut par la suite signalée par 3 officiers de contrôle distincts qui ajoutèrent chacun une annotation se demandant si ce chiffre était une erreur typographique. Les 3 annotations furent rejetées. Le chiffre resta inchangé. Nora Kane passa 11 jours dans un établissement médical sécurisé sous un nom qui n'était pas le sien. Elle a fait son débriefing le 4e jour, lorsqu'elle était suffisamment cohérente pour être précise, mais pas encore assez remise pour que quiconque puisse prétendre qu'elle avait eu le temps de construire un récit. Le débriefing a duré 9 heures. Les informations qu'elle détenait, les objets qu'elle avait conservés au seul endroit où ils ne pouvaient pas fouiller, ont donné lieu à 4 enquêtes distinctes et généré une conclusion classifiée qui ne serait pas rendue publique avant des années. Elle et Voss ne se sont plus adressé la parole au centre. Ils se sont croisés une fois dans un couloir et elle l'a regardé avec une expression qui reconnaissait quelque chose sans le nommer. Il a hoché la tête une fois et ils ont poursuivi chacun leur chemin. Il a repensé à ce coup de feu pendant longtemps par la suite. Pas de la même manière qu'il repensait à d'autres événements de sa carrière, ceux qui nécessitaient d'être assimilés, ceux qui laissaient des traces. Il y repensait différemment. De la manière dont on pense à quelque chose dont on a été témoin et qui a bouleversé notre compréhension de ce qui était possible. Il exerçait ce métier depuis 11 ans, il avait vu des gens compétents accomplir des choses remarquables et il avait ajusté sa perception des limites en conséquence à chaque nouvelle donnée. La crête nord avait repoussé les limites. Holbrook fut muté en moins d'1 mois. Drayden accepta un poste de formation dans un lieu tenu secret. Stroud termina son engagement et ne se réengagea pas, ce qui ne surprit personne parmi ceux qui avaient été dans la jungle avec lui. Bauer prit sa retraite un mardi de novembre et s'installa dans une maison près d'un lac, dans un état qu'il avait choisi pour son climat peu humide. Aucun d'entre eux ne parla publiquement de ce qu'ils avaient vu. Aucun d'entre eux n'en avait besoin. Il y a des choses que les vétérans portent qui ne sont pas des fardeaux, des choses qui sont simplement des faits classés correctement, consultés de temps à autre, portés sans poids, parce qu'ils ont été compris et acceptés et ne nécessitent pas de résolution. Ce qui s'était passé dans cette jungle était l'une de ces choses. C'était arrivé. C'était vrai. Le chiffre était réel. Et la femme qui l'avait produit avait traversé de l'autre côté cette chose qui avait tenté de la tuer, avait gardé le silence et fait son travail. Et ce qui allait suivre ne regardait qu'elle, pas eux. Il ne croyait pas aux personnes extraordinaires. Il avait passé 11 ans dans une profession peuplée de gens sélectionnés pour leur capacité et formés jusqu'aux limites de ce que la sélection et la formation pouvaient produire. Et il avait appris à faire la différence entre ce qui était impressionnant
et ce qui était véritablement rare. La plupart des gens avec qui il travaillait étaient impressionnants. Un petit nombre d'entre eux étaient exceptionnels, et il existait, tout au bout de l'échelle, une catégorie qui n'avait pas d'étiquette commode. Des personnes chez qui les aptitudes techniques, physiques et quelque chose d'autre, d'entièrement différent, s'étaient combinées dans une proportion qui ne pouvait être ni fabriquée ni reproduite. On les rencontrait rarement, on ne les oubliait pas. 3 mois plus tard, un bref rapport atterrit sur son bureau par les canaux qu'il surveillait. Aucun nom, une désignation seulement. Orchid en activité, un tir confirmé sur un théâtre d'opération différent, un autre continent, une géométrie totalement différente. La portée indiquée était de 3780 mètres. Il relut le chiffre 2 fois. Il classa le rapport dans le dossier approprié. Il ne signala pas la divergence par rapport aux enregistrements précédents, car cela l'aurait obligé à expliquer ce qu'il savait et comment il le savait. Et cette explication aurait conduit là où aucun d'eux ne pouvait se permettre d'aller. Il ferma le dossier. Dehors, il pleuvait.